Bonjour Alain Juppé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les Enfants de la République, eh bien, qu'est-ce que représente la République pour vous, Alain Juppé ? Tout ce à quoi je crois dans la vie politique qui a été la mienne, tout ce à quoi les Français croient aujourd'hui aussi. La République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc, et tout peut-être est dit, quelque presque. part fraternel aussi. Hein. Bien sûr, liberté, égalité, fraternité, c'est aussi une devise qui n'a pas pris une ride après tant d'années. Et alors, il y a la République, il y a aussi les valeurs de la République. Et vous en parlez dans ce livre, Mon Chirac, qui est publié aux éditions Talendier, un livre qui se présente sous la forme d'une longue lettre que vous adressez à l'ancien président. Est-ce juste de dire que vous ne seriez pas le même Juppé sans lui, sans Jacques Chirac ? Et d'ailleurs, est-ce que sans lui, vous seriez engagé en politique ? Certainement pas. Il y a toujours dans la vie d'un homme une part de hasard. J'étais parti pour faire une carrière, disons, administrative, sans doute au ministère des Finances, en tant qu'inspecteur des Finances. Et puis le hasard m'a fait rencontrer Jacques Chirac. Le hasard s'appelait Jérôme Bonneau. C'était le directeur de cabinet du Premier ministre en 1976. Il m'a proposé d'entrer dans ce cabinet, ce que j'ai accepté. J'ai découvert Jacques Chirac et à partir de là, notre aventure a commencé et a duré pendant près de 40 ans. Et vous dites, ça a été, c'est le sous-titre de ce livre, ça a été une amitié singulière. Oui, pourquoi singulière ? Parce que la confiance entre nous ne s'est jamais démentie tout au long de cette histoire, ce qui est assez exceptionnel. Quand vous regardez un peu les choses, entre les présidents et les premiers ministres, il y a souvent eu du tirage. Entre De Gaulle et Pompidou, ça n'a pas très bien fini. Giscard, Chirac, n'en parlons pas, mais aussi Mitterrand et Rocard et quelques autres. Vous diriez la même chose d'ailleurs de Macron-Philippe ? Non, pas du tout. Je pense que, sans être dans le secret des dieux, ils se sont séparés en bons termes. Et alors, ce livre, c'est un livre pour lui, pour Jacques Chirac, ou pour vous, Alain Juppé ? Les deux, je le dis d'ailleurs dès le début, dès la préface, dès le prologue, j'y parle aussi beaucoup de moi, puisque c'est un parcours que nous avons fait ensemble, avec des hauts et des bas, des succès et des échecs, et j'exprime aussi la reconnaissance qui est la mienne. Il m'a donné toutes mes chances. Je lui ai apporté aussi tout ce dont j'étais capable en matière politique. Le meilleur d'entre nous. Probablement, a-t-il ajouté. Voilà, probablement. Oui. C'est une phrase qu'il a eue et qui ne m'a pas toujours servi parce qu'elle a évidemment excité la jalousie de beaucoup de mes camarades. La jalousie, c'est propre beaucoup à la politique. Non. Et à d'autres lieux également. Ça, je m'inscris en faux contre tout cela. On dit souvent que les hommes politiques sont jaloux et se tirent la bourre. Regardez ce qui se passe en ce moment entre les épidémiologistes. C'est un peu la même chose. C'est pire. Oui, ça nous plonge, nous, dans la perplexité, nous les profanes, alors que nous attendons de la science une lumière. On parlera de la pandémie puisque vous en parlez dans ce livre. Alors, Jacques Chirac, on reste sur Jacques Chirac. Il vous a appris quoi de la France, de la République et des valeurs républicaines, Jacques Chirac ? Comme vous me demandiez en commençant ce que c'était pour moi la République, j'essaie de montrer quel est l'enseignement de Jacques Chirac. C'était d'abord un républicain, attaché très fermement à toutes ces valeurs pour lesquelles il s'est battu avec beaucoup de courage. Il a toujours refusé en particulier toute compromission avec une extrême droite, celle de Le Pen, qui contestait ces valeurs républicaines. Et pourtant, et vous le rappelez, on disait de lui, on l'a surnommé, on lui a prêté, enfin, on le surnommait, oui, Facho Chirac. Oui, ça lui a fait de la peine d'ailleurs. Il s'est demandé comment cette étiquette lui avait été collée. Et il y a plusieurs Chirac, et j'essaie de le montrer dans cette lettre que je lui adresse. Il est à le Chirac des années 70, il est à la conquête du pouvoir, il est chef de parti, je dirais presque qu'il est chef de guerre. Il se bat contre ce qu'on appelait à l'époque la coalition socialo-communiste, et donc il y va pas avec le dos de la cuillère. Quand il est arrivé chez Pompidou, on l'a même surnommé le bulldozer. C'est peut-être à cette époque que est née cette idée de Facho Chirac. C'est plus du tout le même Chirac. Oui, mais bulldozer, mais il a joué un rôle important et très social au moment des événements de 68. Oui, je voulais simplement dire que c'est plus le même Chirac dans les années 2000, quand il est à l'Élysée, où il a pris de la hauteur, où il fréquente les grands de ce monde, et où il a retrouvé cette espèce d'équilibre qui lui vient de ses origines. C'était plus quelqu'un de modéré, disons, pour prendre une image qui est sans doute inexacte, de Ratsock, que de marqué par une forme d'extrémisme, quelle qu'elle soit. Oui,
il a 68. effectivement en 68 joué un rôle très important. Pompidou lui faisait confiance et c'est lui qui a été, avec d'autres, négocier le Grenelle qui a permis d'apaiser la situation quasi insurrectionnelle de 68. Alors vous dites ses origines ont fait de lui peut-être un rat de soc et vous le signalez. Ce qui a beaucoup marqué Jacques Chirac, celui qui a beaucoup marqué Jacques Chirac, c'est peut-être son grand-père. Un grand-père instituteur, donc petit-fils d'instituteur, un hussard noir de la République, un grand-père qui a façonné certainement lui l'esprit républicain, et Alain Juppé. Je disais Chirac républicain, mais il le tire effectivement de cette origine. Vous savez, le rôle que les instituteurs ont joué dans la création de la République, les hussards noirs de la République, je pense qu'il a puisé beaucoup d'enseignements de ce côté-là. Et puis la Corrèze aussi, qui est un territoire, celui d'Henri Queuille et de quelques autres, qui est plutôt un territoire d'équilibre qu'un territoire de fanatisme. Voilà. Et alors pourquoi je vous parle de son grand-père instituteur? Pourquoi? C'est pour parler aussi de l'actualité. Grand-père instituteur, la République, l'école. Quand on s'en prend à l'école avec cette décapitation, donc il y a un peu plus d'une semaine, du professeur Samuel Paty, vendredi de la semaine dernière, j'ai juste de dire à Alain Juppé que la République est en danger. Oui, absolument. Et nous sommes tous horrifiés par ce qui s'est passé. Je partage l'émotion, l'indignation. Vous dites la République est en danger. Oui, bien sûr. Et je pense que tout le monde en a conscience. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à une vision du monde qui n'est pas la nôtre. Plus que du séparatisme, c'est d'ailleurs un esprit de conquête qu'un certain fondamentalisme religieux, l'islamisme radical et politique, pour bien le nommer, essaye de nous imposer. Or, il n'est pas question de céder. Nos valeurs sont les valeurs de la République et aucune religion, quelle qu'elle soit, ne peut nous imposer ces valeurs à elle. Alors, cette décapitation de Samuel Paty a d'autant plus choqué, bouleversé les Français, bouleversé tout le monde, parce qu'il était professeur. On a décapité un enseignant parce qu'il faisait tout simplement son métier. Comment en est-on arrivé là, Alain Juppé ? Les valeurs de la République, elles n'ont de sens que si on les transmet. Si on les inscrit dans un texte que personne ne lit, ça n'a plus beaucoup d'importance. Il faut les transmettre. Et qui les transmet ? L'école. Et de ce point de vue-là, je voudrais d'ailleurs rendre hommage à nos enseignants qui font ce travail avec beaucoup de conscience professionnelle. Et on le voit aujourd'hui en prenant des risques et avec courage. Il faut donc les soutenir, les protéger, les former pour qu'ils aient le discours qui convient et en même temps les accompagner lorsqu'ils sont mis en cause. Et peut-être de ce point de vue-là, avons-nous même sûrement des progrès à faire. Alors comment on les protège ? Comment on les aide ? Comment on fait en sorte que ça ne se reproduise pas ? On les aide en leur donnant les outils intellectuels qui leur permettent de défendre les valeurs de la République. Ils les ont, mais enfin, il faut évidemment les former. Et puis, il y a des mesures de protection à prendre. Le gouvernement y réfléchit. Vous savez que moi, il réfléchit et s'y prépare. Il fait plus qu'y réfléchir. Vous savez que moi, je suis un peu en dehors du jeu politique aujourd'hui, donc j'ai pas de conseils à donner. Mais il faut faire preuve dans ce domaine d'une détermination absolue parce que c'est notre être même qui est en cause. Alors, Alain Juppé, en 1995, vous êtes Premier ministre et vous avez connu le terrorisme à cette époque-là. Oui. Vous y avez été confronté alors que vous veniez d'arriver d'être nommé à Matignon. Une question simple, peut-être compliquée. Comment on vit de tels moments quand on est à la tête de l'État ? Vous savez, toute responsable politique est d'abord un être humain. Donc quand on voit la souffrance et la mort, comme je l'ai vu avec les attentats, effectivement, je pense à celui de la station de métro de Saint-Michel en particulier. J'évoque dans mon livre le moment où je suis descendu dans la station de métro avec Jean-Louis Debré. Il y a toujours un choc émotionnel. Ce désastre, un choc émotionnel, mais le responsable politique, il est là ensuite pour agir, pour prendre des décisions, pour poursuivre, identifier et poursuivre les coupables et faire en sorte qu'ils soient châtiés, bien entendu. Je crois que ce qui est très important aussi dans ce genre de situation, c'est d'éviter la chicaille politique et d'essayer de réunir la nation dans un combat qui est celui de l'ensemble des Françaises et des Français. Éviter la chicaille politique, justement. Il y a eu cette phrase forte d'Emmanuel Macron, le soir même de l'attentat à Conflans, ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Et puis il y a eu ces minutes de silence depuis, cet hommage rendu mercredi soir au professeur Paty à la Sorbonne. Et puis depuis cet attentat, la désunion politique, n'est-ce pas un mauvais exemple donné aux Français ? Vous dites, vous parlez de chicaille politique. Peut-il y avoir un consensus ? Peut-il y avoir une concorde nationale sur ces dossiers de lutte contre le terrorisme islamiste ? Écoutez, je le souhaite ardemment, et comme je vous l'ai dit, moi je ne suis plus dans l'arène politique, donc je ne vais pas porter de jugement sur les partis ou sur les responsables politiques. Non, mais sur ce que vous dites, la chicaille politique. Ce que je sais simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire bloc. Je crois que c'est une expression qu'a utilisée aussi le président de la République. Il faut faire bloc, ça veut dire quoi ?
eh bien, faire serrer les rangs et soutenir tous ceux qui agissent aujourd'hui efficacement pour lutter contre ce fléau qui mine la République. Qui mine la République. Et l'islamisme, vous en avez parlé, hein, vous parlez de islamisme radical. C'est un nouveau totalitarisme, Alain Juppé ? Oui, bien entendu. Tous les fanatismes sont des totalitarismes. Vous savez, moi, une vertu à laquelle je crois beaucoup, qui est la vertu de modération. Quand vous dites que vous êtes un modéré, les gens tordent le nez en disant modéré, mou. Je crois que c'est tout le contraire. J'ai puisé cette conviction chez un de mes grands anciens, Montesquieu, à Bordeaux. La modération, c'est une discipline. Il faut se l'imposer à soi-même. Ce qui est facile, et on le voit aujourd'hui, c'est de monter rapidement aux extrêmes et de tomber dans le fanatisme. Le fanatisme doit être combattu de toutes les manières par l'exercice de la raison. On retombe sur l'éducation. Le rôle de l'école, c'est d'abord de permettre à nos enfants de former leur libre arbitre, leur liberté de jugement, de discerner le vrai du faux dans un monde où nous sommes accablés en permanence par ce qu'on appelle en bon français, comment dites-vous, les fake news, ce que j'appelle tout simplement les mensonges. Les mensonges. Et vous parlez de Montesquieu, hein, vous dites que un certain nombre de personnalités ont compté dans votre vie, Jacques Chirac, et vous dites aussi Montesquieu, Aron, Tocqueville. Oui, c'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau, mais disons, vous êtes inspiré dans les idées. Il y a l'action avec Jacques Chirac, et puis il y a les idées auxquelles j'adhère, et je me situe effectivement dans cette continuité d'une pensée que je qualifierais de libérale, même si le mot aujourd'hui est souvent incompris. Le libéralisme, c'est l'amour de la liberté d'abord. Et je crois que c'est Raymond Aron qui a dit de Montesquieu, pour bien le comprendre, il faut savoir qu'il a la passion de la liberté. Tocqueville aussi, bien entendu, et Aron lui-même. Voilà une succession de grands penseurs auxquels je me rattache. Et justement, ces idéologies totalitaires, dont l'islamisme, c'est l'inverse de la liberté. Oui, bien sûr, c'est la négation de la liberté. Il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, ces valeurs que nous défendons, liberté, égalité, fraternité, laïcité, elles ne sont plus universellement reconnues. Contrairement à ce que nous nous sommes imaginés. Elles sont contestées de différentes manières, par le fanatisme religieux, par le fanatisme islamiste, mais aussi par des régimes politiques qui n'ont pas la même idée que nous de la démocratie. Et nous sommes un peu parfois, bousculés par cette remise en cause de nos valeurs. Eh bien, il faut les affirmer. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas partagées par tout le monde qu'il faut y renoncer. Ce sont les nôtres. Et nous devons donc les affirmer avec plus de détermination encore que par le passé. Alors vous dites l'islamisme est un nouveau totalitarisme. Est-ce que vous dites aussi nous sommes en guerre contre le terrorisme ? Le terrorisme nous fait la guerre. Et donc, quand on nous fait la guerre, on répond avec les moyens adaptés pour résister à cette guerre. Résister à cette guerre. Justement, résister. Alain Juppé, vous avez succédé à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux, un grand résistant, Jacques Chaban-Delmas, qui vous appelait d'ailleurs, vous l'écrivez dans ce livre, « cher camarade ». Oui, ça c'était une coquetterie. Mais c'était tous les deux au même corps administratif, l'inspection des finances, où on s'appelle chers camarades. C'était pas parce que nous appartenions au Parti communiste, je précise tout de suite. Mais vous êtes tous les deux des personnalités modérées, républicaines, ouvertes. Oui, je crois que c'était aussi la caractéristique de Jacques Chaban-Delmas, qui a été un grand résistant, bien sûr, un des plus jeunes généraux de la résistance en 1945, comme vous vous en souvenez, qui a été maire de Bordeaux pendant 47 ans, qui a toujours été attaché à ses valeurs. Et qui vous a appelé. Et qui, un beau jour, m'a dit mon cher camarade, est-ce que Bordeaux vous intéresse ? J'étais à l'époque élu de Paris, où j'ai été très heureux, parce que j'ai représenté le 18e arrondissement pendant 12 ans, et j'y ai beaucoup travaillé. Et à l'époque, d'ailleurs... J'en connaissais toutes les rues. Et à l'époque d'ailleurs, Jacques Chirac voulait faire de vous son successeur à la mairie de Paris. Oui, enfin, c'était effectivement dans ses idées. Voilà. Mais quand Chaban me parlait de Bordeaux, immédiatement, sa proposition m'a intéressé tout simplement parce que je suis de ce terroir-là. Je suis né en Aquitaine, à Mont-de-Marsan, une ville moyenne, à côté, à 150 km de Bordeaux. Mes grands-parents habitaient à Bordeaux, donc je me sens gascon dans l'âme, si vous voulez, et aquitain en tout cas. Alors, pourquoi je vous parle de Jacques Chaban-Delmas ? Pas parce que Bordeaux, mais aussi parce que donc c'était un grand résistant. Eh bien, c'est quoi aujourd'hui, Alain Juppé, l'esprit de résistance ? C'est la conviction que nos valeurs sont menacées et qu'il faut les défendre. Voilà, nos valeurs, nous les connaissons, je le répète, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Elles se déclinent ensuite, la Constitution, et c'est le rôle de l'institution à laquelle j'appartiens aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, que de garantir ces droits et libertés fondamentales de nos concitoyens. Elles sont inscrites dans le marbre, si je puis dire. Elles sont contestées, je le répète, je t'en prends un seul exemple. L'égalité entre les hommes et les femmes.
Ça fait partie de notre corpus, si je puis dire, de valeurs. D'ailleurs, il faut interpréter la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Les hommes et les femmes, devrait-on ajouter, naissent libres et égaux en droit. Il y a des religions, l'islamisme radical, qui contestent cette vision des choses. Et donc, il n'est pas question de nous laisser imposer une vision de la femme dominée par l'homme parce que ça n'est pas conforme à nos valeurs. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Et alors, la liberté, on parlait de l'école il y a quelques instants, c'est aussi la liberté à l'école, la liberté d'enseigner. Depuis des années, certains cours de sciences, certains cours d'histoire, comme la Shoah, ne peuvent plus être enseignés dans les écoles de ce qu'on a appelé, suite à la publication de ce livre en 2000, les territoires perdus de la République. Et désormais, c'est la laïcité, c'est le débat, et pour tout dire le savoir que l'on voudrait interdire d'enseigner à l'école. C'est inacceptable, bien entendu. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est bien sûr la reconnaissance pour la République de la liberté de religion et de la liberté de pratiquer sa religion. On est libre en France d'avoir une religion, de la pratiquer ou de ne pas en avoir. Mais il y a un autre visage de la laïcité qu'on oublie souvent, c'est qu'aucune religion ne peut prétendre imposer ses lois à la République. Ce sont les lois républicaines qui s'imposent d'elles-mêmes. Et je voudrais, parmi les valeurs que j'ai évoqué tout à l'heure l'égalité entre les hommes et les femmes, en évoquer une autre qui est la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Aujourd'hui, à travers la planète, vous avez beaucoup plus de théocratie que de démocratie. C'est-à-dire, vous avez des régimes politiques dans lesquels l'origine du pouvoir, c'est Dieu. C'est la religion. Bon. C'est pas notre conception. Aujourd'hui, il a fallu d'ailleurs se battre contre la religion catholique au 19e siècle pour arriver à cela. Aujourd'hui, la source du pouvoir, c'est le peuple qui est souverain. Et ça, nous ne pouvons pas le laisser contester par qui que ce soit. Et d'ailleurs, vous dites ça, et vous êtes de sensibilité chrétienne. Oui, moi j'ai été formé dans le sein de l'Église catholique, j'ai été enfant de chœur pendant de très longues années. Voilà, je suis toujours attaché à cette Église, bien entendu, quels que soient par ailleurs les doutes qu'on puisse avoir en tant qu'être humain. Et je suis surtout très attaché au message évangélique. Je parlais de l'égalité entre les hommes et les femmes, des droits fondamentaux. Pour moi, le message de la chrétienté, c'est d'abord aimez-vous les uns les autres. Hein, c'est ça. Et aimez votre prochain comme vous-même. Et a priori, c'est ce que souhaitent toutes les religions. Hein. Oui, a priori, mais a posteriori, elles n'ont pas toujours été très efficaces en démontrant cela, parce que l'Église catholique, c'est aussi l'Inquisition. On parle de 2020. Oui, 2020, c'est pareil. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'islam, bien entendu, et pour moi, la lecture du Coran est assez impénétrable. Mais j'écoute aussi certains imams, en particulier celui de Bordeaux, qui s'exprime beaucoup en ce moment, et j'en suis heureux, parce qu'il délivre un message qui me paraît très important. Ou le recteur de la mosquée de Paris qui consiste à dire que, l'islam, c'est pas le fanatisme politique et criminel qui se manifeste aujourd'hui, c'est autre chose. Il a même écrit un livre dans lequel il explique que rien dans le Coran n'impose aux femmes de porter un voile. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il y avait Malek Chebel, qui est aussi l'islam des Lumières. Bien sûr, fort heureusement, il y a beaucoup de responsables musulmans aujourd'hui qui, il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils affirment cela, parce que c'est à eux de le dire, pas à nous. C'est pas à moi de dire qu'il y a tel ou tel principe fondamentaux dans la religion islamique. C'est aux responsables de cette religion de s'exprimer et de se dissocier totalement de ces fous de Dieu qui aujourd'hui attaquent la République. Ces fous de Dieu qui attaquent la République. Faut-il, ça nous fait parler de l'actualité, vous me direz ce que vous en pensez. Faut-il, comme le souhaite François Fillon, bannir le voile de tout l'espace public, y compris l'université? Écoutez, moi, je ne veux pas entrer dans ces problèmes-là. Je le répète, c'est aux responsables politiques. Nous avons fait une législation dans ce domaine, à l'élaboration de laquelle j'ai participé en son temps, sur les signes religieux à l'école. S'il faut aller plus loin, et si c'est une façon pour la République de réaffirmer sa primauté sur toutes les pratiques religieuses, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas hésiter à le faire, mais vous pensez que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Je voudrais insister un peu sur un point qui me tient à cœur, parce qu'on a parfois critiqué le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne définit pas les libertés fondamentales. C'est la Constitution qui les définit. Hein. Et nous appliquons la Constitution. Qui peut modifier la Constitution? Pas le Conseil constitutionnel. Et pas même le législateur. C'est le peuple souverain qui peut la modifier. Et donc, si nous voulons aujourd'hui redéfinir nos libertés fondamentales, voire les restreindre, pour faire face à la guerre à laquelle nous sommes confrontés, c'est le peuple souverain et lui seul qui peut le faire. Donc soit par une modification de la Constitution, éventuellement par voie de référendum.
Oui, mais enfin, la modification de la Constitution, c'est très précis, c'est l'article 89 de la Constitution, c'est le référendum ou, à défaut, le Congrès. Le Congrès à Versailles. C'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Alain Juppé, vous êtes le symbole de la méritocratie républicaine, lauréat du concours. Je n'en ai pas honte, même si c'est pas très à la mode aujourd'hui. C'est pour ça que je vous pose la question, c'est pour ça que j'en viens là. Lauréat du concours général, Normal Sup, ENA. Est-ce que justement, ça correspond à ce que vous venez de dire? Est-ce que justement le problème en France, l'un de ces problèmes peut-être est plus important, n'est pas que l'on déteste ces élites, que l'on rejette ces élites, que l'on ne respecte pas ces élites, et notamment les enseignants? Écoutez, au risque de ne pas être à la mode, je dirais que ce procès fait aux élites me paraît extrêmement pernicieux. Toute nation a besoin d'élites. Et d'ailleurs, on le reconnaît volontiers. Dans le domaine sportif, on applaudit nos élites. Dans le domaine artistique, littéraire, scientifique, etc. Et également dans le domaine de la vie de la société. Tout le problème n'est pas l'existence des élites. La question est de savoir comment se forment ces élites, comment elles sont recrutées. Et c'est vrai que si elles se recrutent par cooptation, en milieu fermé, entre soi, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut donc ouvrir les choses. Et ce qui me réjouit, c'est de voir qu'un certain nombre de grandes écoles, l'ENA en particulier, mais d'autres aussi, ont le souci d'ouvrir leur recrutement à davantage de boursiers, à davantage de femmes aussi. Maintenant, je vois que la proportion des femmes dans les recrutements de ces parcours d'excellence est également très importante. Ou de jeunes issus des milieux non privilégiés. Quand je parlais des boursiers, en général, les boursiers viennent de milieux non favorisés ou non privilégiés et ils ont une place de plus en plus importante dans le recrutement de ces grandes écoles. Et quand vous avez entendu qu'il était question de supprimer l'ENA, a priori, c'est abandonné, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça fait 30 ans que j'entends dire ça. Il faut un système de recrutement des hauts fonctionnaires. On n'en sortira pas, bien entendu. Et je voudrais rappeler que l'ENA, quand De Gaulle et Michel Debré l'ont conçu après la guerre, c'était un progrès de la démocratie. C'était précisément pour ouvrir le recrutement de ces corps qui étaient un peu fermés. Moi, je ne serais jamais rentré à l'inspection des finances s'il n'y avait pas eu l'ENA. Vous parlez de méritocratie républicaine, c'est à la force du poignet, en travaillant, en gagnant des concours que je suis arrivé, pas par la grâce de mes parents ou de ma famille. Ou d'amis. Ou d'amis qui vous auraient coopté. Est-ce que, on parle des élites, est-ce que les intellectuels jouent encore leur rôle, on va dire, rôle peut-être de lanceur d'alerte? Oui, certains. Pas tous. Voilà, pas tous. En général, est-ce que c'est pas quelque chose qui manque aujourd'hui? Non, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'emballement que nous constatons un petit peu partout. Il faut garder son sang-froid dans tout cela. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème nouveau, on se précipite pour faire une loi nouvelle. J'écoutais ce matin une avocate sur une radio concurrente, ou hier, je ne sais plus, qui disait, mais toutes les lois, l'arsenal juridique, il existe aujourd'hui. Appliquons-le. D'ailleurs, là, vous faites allusion au terrorisme. Oui, bien sûr. Faisons appliquer les lois, ou lois en général, plutôt que d'en faire en permanence de nouvelles qui sont mal faites, rédigées à toute allure. Essayons de faire en sorte que celles qui existent et qui, pour lutter contre le terrorisme, sont déjà extrêmement importantes, soient réellement appliquées. C'est ça que les Français attendent aujourd'hui, je pense, c'est une application effective de ce qu'on nous annonce. Donc un conseil que vous donnez peut-être quelque part aux dirigeants, aux milieux politiques, il faut arrêter de faire des lois sur la sécurité. Je ne vais pas dire ça, parce qu'à ce moment-là, je m'attirerais les foudres de tous les parlementaires. Mais quelque part, c'est à eux d'en juger, naturellement. Je ne veux pas leur dire ce qu'ils ont à faire. Mais enfin, Montesquieu, puisque vous m'avez cité Montesquieu tout à l'heure, j'aurais rappelé une de ses maximes qui m'est chère. Quand il n'est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire. Oui, donc c'est un message qui peut être entendu en haut lieu. Quand vous constatez l'évolution de la société française, Alain Juppé, les fractures se multiplient, et pas seulement sociales, comme en 1995. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui que vous ayez validé la suppression du service militaire en 96 ? Oh, ça c'est une vieille lune. Est-ce que le service militaire, à l'époque où on l'a supprimé, était vraiment le berceau de la nation? Je ne sais pas si vous vous souvenez du pourcentage de jeunes qui se faisaient exempter. Je me souviens. Je crois que c'était 40%. Donc c'était un système déjà d'une certaine manière très injuste, presque élitiste. Et puis en plus, aujourd'hui, vous voyez envoyer des conscrits pour faire l'opération Barkhane au Mali. Nous avions besoin d'une armée de professionnels. Et c'est ce que Jacques Chirac a décidé. Il a bien fait de le décider. Il faut évidemment
aujourd'hui retrouver une autre façon de mettre ensemble tous les jeunes d'une génération. C'est sans doute le service civil, c'est sans doute le rôle de l'école aussi que de transmettre ces valeurs. C'est là que ça se passe, parce que ça concerne la totalité d'une génération, aussi bien garçons que filles. Alors, on en revient à votre livre sur Jacques Chirac et Alain Juppé. Gouverner, ça passe par la parole, par le verbe, par des discours. L'un de ceux qui a marqué le mandat de Jacques Chirac, c'est celui du Veldiv. Vous étiez Premier ministre, un discours qui a marqué une rupture avec non seulement ses prédécesseurs, mais, et c'est vous qui l'avez dit, une rupture avec la doxa gaulliste. Oui, parce que la doxa gaulliste, c'était que c'est pas la France qui était responsable de la déportation des Juifs, c'était le régime de Vichy. Hein. Et Jacques Chirac a eu le courage de dire, mais enfin, regardons la réalité en France. Qu'est-ce qui a arrêté à Bordeaux, par exemple, mais aussi à Paris, au Veldiv, et dans beaucoup de villes de France, des enfants, des femmes, des vieillards, parce qu'ils étaient juifs, et des hommes, ce sont des policiers et des miliciens français. Et donc Chirac a eu le courage de le dire, la patrie des droits de l'homme, ce jour-là, a commis l'irréparable. Et c'est quelque chose qui a été un véritable choc. Il s'est pas contenté de faire un discours, Jacques Chirac, hein, parce il y a eu des actes, après, il y a eu des actes, il y a eu en particulier la constitution de la commission sur la spoliation des biens juifs, dont la présidence a été Simone Veil. Non, c'était Monsieur Matteoli qui l'a présidé, un homme de grande qualité, de grande valeur. J'avais moi-même instauré d'ailleurs une commission analogue à Bordeaux. Et puis il y a eu aussi l'intransigeance de Chirac, je l'ai dit, vis-à-vis de ceux qui niaient la Shoah. Il y a quand même un moment donné dans l'histoire où Le Pen a expliqué que c'était un détail. Détail de l'histoire. Donc voilà, et là-dessus Chirac a été jusqu'au bout et ça nous a coûté cher. Aux élections législatives de 97, après la dissolution, au deuxième tour, dans 40 circonscriptions, les candidats du Front National se sont maintenus pour faire battre nos candidats. Et c'est ça en particulier, oui, parce qu'ils savaient qu'il y avait une résistance irréductible de Jacques Chirac à leurs idées, et c'est une des raisons qui explique que nous ayons perdu, pas la seule, mais une des raisons qui explique que nous ayons perdu ces élections. Donc vous voyez que Chirac, il a été jusqu'au bout de son engagement. Jusqu'au bout de son engagement. Vous aussi, vous êtes allé jusqu'au bout de votre engagement. Oui, j'étais pas ministre. Voilà. Comment vous avez vécu, vous étiez Premier ministre, le cheminement de ce discours en 95? Bah, écoutez, avec grand bonheur, parce qu'il a marqué en France, mais il a marqué dans le monde de façon générale, et je crois que ça a été un des actes fondateurs de Jacques Chirac. Il y en a eu d'autres. Il y a eu en particulier son refus de la guerre en Irak en 2003, quelques années plus tard, qui a eu aussi une résonance mondiale extrêmement forte. Alors, on parle du discours du Veldiv, 25 ans après. L'antisémitisme est toujours là. Chirac a toujours été intransigeant dans la lutte contre l'antisémitisme. C'était une de ses convictions très profondes. Malheureusement, ce fléau n'est pas éradiqué. Et il exige de nous, là aussi, une vigilance, bien sûr une protection vis-à-vis de nos compatriotes juifs qui sont souvent menacés, mais aussi un travail de transmission et d'explication par l'école. Et antisémitisme et racisme en général, que ce soit le racisme anti-juif, anti-musulman. C'est le respect de la dignité de toute personne humaine. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est au cœur de l'engagement républicain et de l'engagement de Jacques Chirac. Alors, puisque vous écrivez ce livre, cette amitié singulière avec Jacques Chirac, et vous parlez aussi de vous, quels sont vos meilleurs souvenirs, les moments où vous avez été les plus heureux? Oh, l'école normale, votre carrière politique. Dans ma vie politique ou dans ma vie personnelle? Dans ma vie personnelle, effectivement, quand vous passez un concours difficile et qu'on vous annonce que vous êtes reçu, c'est un grand moment. J'étais avec mes parents, je me souviens, et vous voyez, est-ce que c'était un signe du destin? Mais on s'était réunis en attendant la proclamation des résultats qui devait avoir lieu vers 11h. Rue d'Ulm. On s'était réunis au Palais Royal. J'avais dit à mes parents, tenez, on va s'installer là vers 10h du matin. C'est un jardin au cœur de Paris. Bon, on a passé un petit moment là et ensuite on a pris le chemin de la rue d'Ulm et au bout de la rue d'Ulm, j'ai vu un de mes copains me faire un signe comme ça en me disant ça y est, voilà. Donc ça c'est un grand moment de bonheur personnel. Il y a aussi la naissance de mes enfants, enfin tout ce qui fait la vie d'un homme, bien entendu la vie personnelle. En politique, c'est un peu différent. Si j'essaye de chercher un grand moment qui m'a marqué, c'est bien sûr 1995, la victoire de Chirac à l'élection présidentielle. On s'était battu depuis près de 20 ans pour arriver à cela, il y est arrivé, et il y a eu une espèce de bonheur qui se voyait sur les visages. Et alors, vous dites aussi, vous me direz si c'est vrai ou pas,
qu'à 10 ans, vous rêviez d'être pape, c'est vrai? Oh, c'est autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, j'étais enfant de chœur, donc j'étais élevé dans une famille très, très catho, et donc, comme j'étais déjà un peu ambitieux, je me disais, tiens, plutôt que d'être curé, si j'étais pape, ça serait pas mal. C'était plutôt vers 7-8 ans. 7-8 ans. L'idée m'a passé après. Et alors, faire de la politique, c'est une façon de devenir pape? Bah, j'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé. Vous n'êtes pas arrivé, vous n'avez pas réussi à monter à la dernière marche. J'étais sous l'objectif, j'allais faire un mauvais jeu de mots, pardon. Donc vous étiez à l'avant-dernière marche. À l'avant-dernière marche. On en reparlera peut-être. On a l'habitude de parler de l'enfer de Matignon. Vous écrivez que ce n'est pas comme ça que vous l'avez vécu. Non, parce que c'est une charge écrasante, bien sûr, on est en première ligne tout le temps, mais en même temps, c'est un endroit où on a l'impression d'être utile à quelque chose, puisqu'on prend des décisions plusieurs fois par jour. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé dans la vie politique. C'est pas de faire des discours, c'est d'agir. C'est d'essayer de modifier ce qui ne va pas pour améliorer la situation de nos concitoyens. Ce qui m'a rapproché de Jacques Chirac, c'est cette vision de la politique qui aujourd'hui est très difficile à faire admettre. Les hommes politiques ont une réputation détestable, on estime qu'ils sont pas honnêtes, qu'ils sont pas efficaces, qu'ils sont menteurs, etc. Je crois que c'est très certainement injuste, et je crois que même s'il y a de l'ambition chez les hommes politiques, comme chez tous ceux qui aspirent au pouvoir, il y a aussi un idéal, et cet idéal, c'est de se dire qu'on peut être utile à la collectivité et apporter un mieux dans la vie de ses concitoyens. C'est vrai dans une ville, c'est vrai dans un État. Et alors, vous avez pu constater que le pouvoir attire la jalousie et même la haine. C'est vous qui aviez eu cette formule, un Premier ministre, on le lâche et on le lynche. Je suis pas sûr que ce soit de moi. Enfin, quelqu'un l'a dit. On a dit que c'était de vous. Alors bon, je sais pas. Peut-être. J'ai dû copier quelqu'un. Voilà. Est-ce qu'on pourrait généraliser cette formule à tous les hommes et femmes de pouvoir? Oui, bien sûr. Le pouvoir fascine, le pouvoir rend jaloux, et dans toutes les sphères. Dans les grandes entreprises, ça m'amuse. Alors évidemment, il y a une différence sur laquelle je vais revenir, mais il y a aussi des compétitions, des enjeux de pouvoir. On le voit aujourd'hui dans certaines relations entre grandes entreprises. C'est vrai dans le monde scientifique. Enfin, on a eu le spectacle avec cette épidémie du Covid, dont on va parler de dissensions permanentes entre des spécialistes dont on pouvait penser que la science les rappelait. La grande différence, si vous voulez, sous réserve de ce que je viens de dire sur le Covid, c'est que les hommes politiques, ils sont en permanence sous le feu des médias. D'autres rivalités existent dans d'autres cercles où il y a des enjeux de pouvoir, mais parfois de façon plus discrète. Nous sommes en permanence observés, écoutés, avec ce fléau que constituent les réseaux sociaux, et notamment l'anonymat sur les réseaux sociaux, qui est pour moi vraiment la caricature de la lâcheté, de la bassesse et de ce qu'il faut combattre. Est-ce qu'on arrivera un jour à lever cet anonymat qui permet toutes les haines et tous les appels au meurtre? Parce que l'anonymat sur les réseaux sociaux dépend moins de la législation que des opérateurs. Oui, bien sûr. Donc a priori, c'est pas vous qui aurez. Il faut leur tordre le bras. Ouais, et aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas laisser ces opérateurs. Alors, est-ce qu'il faut les appeler les GAFA? Il y en a d'autres, peut-être. Être en contradiction avec toutes les règles de base de la démocratie. Est-ce que vous aussi, vous avez été victime de campagne de la part de ces réseaux sociaux, notamment quand vous étiez candidat à la primaire c'est ce qu'on appelle la fachosphère, paraît-il. La fachosphère ou aussi l'islamosphère. Mitterrand disait il faut laisser du temps au temps, et justement, en clair, le temps de la réflexion, c'est ce qu'empêche aujourd'hui les réseaux sociaux quelque part. Ce qui fait l'intérêt de l'action politique, c'est qu'il faut les deux. Il faut agir dans le court terme. Nos concitoyens attendent, dans un certain nombre de circonstances, qu'on agisse vite, qu'on prenne des décisions efficaces rapidement, mais il faut aussi prendre de la distance, du recul, réfléchir et ne pas être en permanence dans la réaction instantanée. Je dis souvent d'ailleurs que la nuit porte conseil. Il m'est arrivé souvent de constater que le lendemain matin, j'avais pas exactement la même approche que la veille au soir, parce qu'entre les deux, j'avais dormi certes, mais j'avais aussi un peu réfléchi. Vous avez réfléchi et puis vous voyez que vous avez pu faire évoluer votre réflexion du soir. On réagit souvent de façon passionnelle. On a tous une sensibilité à fleur de peau, enfin plus ou moins d'ailleurs. De temps en temps, il faut faire jouer aussi ses ménages, sa réflexion, son sang-froid pour essayer de relativiser. Alors, vous êtes astreint à un devoir de réserve du fait de votre statut de membre du Conseil constitutionnel, de sage. Vous êtes
Un sage ou devenu un sage? Un de mes collaborateurs à Bordeaux, quand j'ai annoncé que j'allais au Conseil constitutionnel, a eu cette phrase que j'ai trouvée un peu ironique. Il m'a dit « enfin sage ». Enfin sage. mais vous évoquez tout de même dans votre livre la crise sanitaire, le Covid, ou la Covid. Je l'évoque en tant que citoyen, voilà, pas en mais tant que responsable on va préciser politique. ce que vous dites. Vous soulignez qu'on aura abondamment entendu parler pendant le confinement d'un monde d'après, où rien ne sera plus comme avant, et vous vous inquiétez, Alain Juppé, d'entendre nos gouvernements, en France, en Europe et ailleurs, parler d'un redémarrage de l'économie. Vous dites que ce de redémarrage vous inquiète. Pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas repartir comme avant, Alain Juppé? C'est pas simplement une réflexion sur les hommes politiques, c'est une réflexion sur nos sociétés en général. C'est vrai que tout le monde a déclaré, rien ne sera plus comme avant. Et puis on voit que ce qu'on cherche à faire, c'est que ça redémarre comme avant, effectivement, nos entreprises en particulier. Or, à la lumière du Covid, mais aussi d'une autre préoccupation que j'ai depuis longtemps, et qui aujourd'hui est en première ligne, c'est-à-dire celle de la protection de la planète, plus de l'humanité d'ailleurs que de la planète, parce que la planète, elle s'en sortira. Le problème est de savoir si l'humanité s'en sortira. Donc là, nous avons un vrai défi. Et donc, si on recommence à consommer, à produire, à vivre exactement comme avant, on va dans le mur, on le sait. Et donc, peut-être que cette pandémie peut être pour nous l'occasion de modifier notre relation à notre environnement et à tout le cycle économique. Il faut que... Moi, je n'aime pas beaucoup le mot de décroissance, parce que je pense qu'il est démobilisateur et négatif. Et puis, il y a des tas d'endroits dans la planète où on a besoin de croissance. Encore, l'Afrique, par exemple. On a besoin de faire des écoles, on a besoin de faire des hôpitaux, etc., de construire des logements. Et même chez nous, d'ailleurs, il y a des secteurs qui méritent de le faire. Donc, le mot de décroissance en tant que tel n'a pas beaucoup de sens. En fait, il faut inventer une croissance différente. Une croissance qui soit beaucoup plus sobre, qui ne gaspille plus les ressources rares, non seulement l'énergie, mais l'eau aussi, les terres, que nous avons gâchées. Et une croissance qui se fonde sur le recyclage, la circularité, ça commence à venir. On a une prise de conscience grâce à nos jeunes en particulier, et peut-être que l'épidémie de Covid devrait nous permettre précisément de basculer dans ce mode nouveau de développement et de croissance. Alors vous écrivez à Chirac, c'est ce livre, c'est une longue lettre à Jacques Chirac, vous lui dites à propos du Covid, nous sommes dans le brouillard, reconnaissons-le, pourtant il va falloir agir, je crois que nous serions vite tombés d'accord, vous et moi, sur les grands axes d'une riposte. Alors, quelle doit être la riposte? Vous en avez parlé à l'instant. Et vous dites aussi la pandémie, un séisme de force 10 sur l'échelle des catastrophes naturelles. Oui, enfin, je le répète, je n'ai pas l'ambition aujourd'hui de définir un programme politique. Je pense simplement que dans ces grands axes de réflexion, il y a d'abord le souci, et c'est quelque chose qui a toujours marqué Jacques Chirac, de s'intéresser à ceux qui sont les plus fragiles. Parce que ceux qui sont forts, bon, ils s'en tirent... Ils s'en sortent toujours, a priori. Pas toujours eux-mêmes, mais a priori, ils ont plus de chances quand même que les autres. Et donc, Chirac a toujours eu ce souci. J'évoque un certain nombre de choses qu'il a faites vis-à-vis des handicapés, en particulier. Les grandes lois sur le handicap, c'est Chirac qui les a voulu. Le plan de lutte contre le cancer. À Paris, il avait créé une institution à laquelle j'ai participé dans les années 80 qui s'appelait le SAMU social, avec Xavier Emmanueli. C'était des maraudes qu'on faisait la nuit pour aller dans les rues proposer à nos compatriotes qui étaient à la rue une solution d'hébergement, ou une solution de réintégration dans la vie sociale. Donc d'abord s'intéresser à ça, et il faut, on l'a vu à propos de la crise des Gilets jaunes, que les mesures que nous serons tenus de prendre pour adapter nos modes de production et de consommation à la protection de l'environnement ne pénalisent pas ceux qui n'ont pas les moyens de suivre. Et donc peut-être qu'on n'a pas été assez vigilant sur ce point. Ça, c'est un premier domaine. Ensuite, le second grand axe, c'est effectivement de changer nos modes de production et de consommation. Le troisième grand axe aussi, j'y suis extrêmement attaché, c'est de se rendre compte qu'on n'y arrivera pas tout seul et qu'une solidarité européenne face à tous les défis qui nous sont lancés est sans doute la meilleure manière de prémunir notre propre souveraineté. Peut-être une première étape, ce plan de relance européen. Oui, il est là en cours. En jachère. Non, il est pas en jachère, il a été annoncé, il faut passer à l'acte. Mais il n'y a pas qu'à l'Europe qu'il faut passer à l'acte, il faut passer à l'acte à tous les niveaux. Et c'est toujours très difficile. Entre l'effet d'annonce et la réalisation, il y a toujours un laps de temps que les citoyens ont du mal à comprendre. Et alors, est-ce qu'il est plus difficile, d'après ce que vous voyez, de gouverner aujourd'hui que ce ne l'a été dans le passé? Ça, j'en sais rien. Ça a toujours été difficile. Il n'y a jamais eu de période extrêmement calme dans la vie des peuples et dans la vie de l'Europe. Alors peut-être que les 30 Glorieuses apportent un démenti à ce que je viens de dire. Mais enfin, il y a toujours eu des crises, toujours eu des attentats. Vous l'avez toujours dit, eu des attentats, des crises. Est-ce que, parce qu'il y a des polémiques aussi par rapport
des batailles politiques par rapport à cette crise sanitaire. C'était imprévisible, la pandémie, ou pas? Oui, mais la bataille politique, il faut pas en avoir peur non plus. Quand il n'y a pas d'opposition, voilà, il n'y a pas de chicaya. Mais quand il y a un parti unique, il n'y a pas de lutte entre les partis. Donc je ne crois pas que ce soit l'idéal que nous puissions nous proposer. Donc il faut simplement qu'il y ait un débat démocratique en espérant qu'il soit aussi responsable et raisonnable que possible. Quand vous constatez que les ministres actuels ou passés qui ont eu à traiter, à gérer ce dossier de la pandémie sont déjà poursuivis devant la Cour de justice de la République et cible de perquisition, qu'est-ce que ça vous inspire? Là, je suis respectueux de la séparation des pouvoirs et mon statut actuel m'interdit de porter un jugement. Je dois vous dire qu'en tant que citoyen, j'ai un jugement. Vous avez un jugement, et je vous vois sourire. Hein, vous avez un jugement. J'ai un jugement, oui, bien sûr, et je le garde pour moi. Voilà, vous le gardez pour vous, mais je vous pose la question autrement. Après, vous verrez si vous répondez ou pas. Est-ce que la judiciarisation de la vie politique, Alain Juppé, n'empêche pas de gouverner sereinement? Est-ce que ça ne paralyse pas le pouvoir, tous les pouvoirs? Il y a des excès dans ce domaine, et malheureusement, nous sommes souvent à la remorque d'évolutions qui ont lieu en dehors de chez nous, outre-Atlantique en particulier. Mais le droit, c'est important. Le droit, c'est aussi important. C'est une référence dans les tourmentes, et je crois qu'il faut avoir le souci de le respecter. Puisqu'on parle de judiciarisation de la vie politique, puisque je vous pose une question à ce sujet, j'ai envie de vous dire qu'en dépit de cette relation, cette amitié singulière avec Jacques Chirac, vous avez quand même payé durement pour lui. Non, je n'ai pas ce sentiment. Je m'en explique dans le livre. Bon, on va pas revenir sur ces péripéties. À votre place, avoir ce sentiment. Il y a eu une période où le financement des partis politiques n'était pas encadré par la loi. Et donc, on faisait un peu n'importe quoi, et tous les partis ont fait un peu n'importe quoi. Puis des lois sont venues, et fort heureusement. Et moi, j'étais juste à la jonction, et je n'ai peut-être pas été assez rapide dans la mise en œuvre de ces lois nouvelles. Donc, j'étais le patron, entre guillemets, de mon parti politique. C'est moi qui ai été tenu pour responsable. Certes, tout le monde savait. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs au moment du procès. Mais c'est ainsi. Et c'est au responsable d'assumer ses responsabilités. Jamais dans mes mandats successifs, je ne me suis défaussé sur les autres. J'ai essayé de faire en sorte que j'assume ce que j'avais à assumer. Donc, vous assumez, mais cette épreuve a été dure pour vous et pour votre famille. Vous avez dû même quitter la France. C'est une épreuve personnelle extrêmement lourde à porter et qui sans doute aussi a cassé ma trajectoire politique. Mais enfin bon, ça c'est mon problème. Est-ce que sans cette épreuve, vous seriez président de la République aujourd'hui? Avec des si, vous connaissez la formule fameuse, on mettrait Paris en bouteille. Le clivage droite-gauche, à la Juppé, il existe toujours aujourd'hui? Je pense. Il n'a pas du tout le même aspect que ce qu'il a pu avoir, souvenez-vous, quand il y avait le bloc soviétique et le camp de la liberté, voilà, la droite et la gauche, ça avait du sens. Hein. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, la frontière est beaucoup moins nette, mais je pense qu'il y a des sensibilités, des histoires et des héros qui ne sont pas les mêmes. Moi, je vous ai parlé de mes héros politiques, Montesquieu, Tocqueville, Aron. Je suis pas sûr que ce soit des héros de gauche. Hein, voilà. Parce que à droite, et vous l'avez dit aussi, à droite, on fait davantage confiance à la liberté individuelle et à gauche, à la solidarité collective. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Non, et puis cette frontière, je le répète, elle est fluctuante aussi. Quand j'entends dire que les hommes de droite n'ont pas de préoccupation sociale, ça n'a pas de sens. Les gaullistes ont toujours eu une ambition sociale. Et une des grandes idées du général de Gaulle, c'était que l'entreprise, c'était pas simplement des actionnaires et du capital, mais c'était aussi des salariés et une participation des salariés, non seulement au résultat de l'entreprise, mais même à sa vie et sa organisation. Vous voyez, c'était une idée très, très originale et très puissante qu'on a essayé de concrétiser et qui mériterait de l'être encore davantage. Donc voilà, il y a des libéraux sociaux, il y a des socialistes plus ou moins libéraux ou social-démocrates, comme on voudra. Donc parfois les frontières sont un peu floues, et tant mieux, ce qui prouve qu'il y a aussi des regroupements et des reconnaissances possibles. Un jour, j'ai fait un livre avec Michel Rocard, et même si nous ne venions pas des mêmes horizons politiques, même si nous avions des divergences, même s'il s'était de gauche et moi de droite, eh bien nous avons eu un dialogue constructif. Ça peut exister aussi. Et alors, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, en 2020, il y ait une émergence des populismes, que le Rassemblement national soit aussi haut en France? Ça, c'est une analyse qui mériterait bien du temps. Je pense que c'est lié d'abord au sentiment d'insatisfaction de nos concitoyens vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie représentative. C'est un mal profond. Nos démocraties représentatives sont en crise aujourd'hui. C'est pas nouveau.
Je cite souvent un politologue qui s'appelle Rosan Vallon, qui distinguait la démocratie d'autorisation et la démocratie d'exercice. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de désigner des représentants en leur disant pendant 5 ans, vous avez carte blanche. Ça n'existe plus. On veut, entre 2 élections, continuer à être associé au processus des décisions. Démocratie participative, c'est ça ? C'est la démocratie participative. Moi, j'avais appelé ça en d'autres temps, vous voyez, c'est vieux, j'avais déjà publié un petit texte en 1976, la démocratie du quotidien. C'est facile, ou relativement facile, à faire vivre au niveau d'une ville. On y arrive à associer les habitants à la gestion de la ville. C'est plus difficile au niveau d'un État, c'est la difficulté devant laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Il faut revivifier la démocratie représentative, parce qu'il n'y a pas d'autre système possible, sauf le totalitarisme et les régimes arbitraires, par la démocratie participative, et c'est ça qui fera reculer le populisme. Je rappelle, vous parlez de 1976. 1976, vous étiez délégué national aux études du RPR. Ça manque peut-être d'ailleurs la réflexion au niveau des partis politiques aujourd'hui. Oh, ils réfléchissent aussi, je ne veux pas les stigmatiser. Si. Alors, vous avez été, on arrive à la fin de cette émission, Alain Juppé, vous avez été maire, vous avez été député, ministre, Premier ministre, vous êtes aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si ça vous manque ou pas d'être président de la République, mais quand vous voyez ce qui se passe, ces crises... J'ai cessé d'y penser. Vous avez cessé d'y penser. Mais et justement, quand vous voyez ce qui se passe, ce que Emmanuel Macron doit subir, ce que son Premier ministre doit subir, ce que les ministres doivent subir, est-ce que vous dites... Heureusement que je suis pas président aujourd'hui. Parfois, ça m'arrive. Vous savez, moi, je suis d'un tempérament assez serein, assez tranquille, assez optimiste, donc j'essaie de voir la vie positivement. J'ai bien conscience que c'est pas le cas pour tout le monde et que beaucoup de gens souffrent. Mais voilà, je voudrais aussi transmettre un message de confiance dans notre pays. On dit que tout va mal en France, que tout fout le camp, l'hôpital s'effondre, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il suffit d'ailleurs d'aller en dehors de nos frontières pour se rendre compte de la chance que nous avons de vivre en France. Pour la plupart d'entre nous, pas pour tous. Et il faut effectivement lutter contre les inégalités. Mais pour un grand nombre d'entre nous, la France est un pays formidable. Et on est heureux d'y vivre en France. Et je suis fier et heureux d'être français. Je sais que beaucoup de Français sont fiers et heureux d'être français. Françaises, pardon. Merci Alain Juppé. Avant de nous quitter, je rappelle que votre livre Mon Chirac est publié aux éditions Talendier. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir participé à cette émission. Et à dimanche prochain. Merci.